Bonjour à tous, merci de nous retrouver sur Public Sénat alors que la tuerie de Newton qui a fait 20 morts dans une école du Connecticut a relancé le débat sur le contrôle des armes aux États-Unis. Je vous propose ce matin de suivre un colloque qui s'est tenu mardi 18 décembre au Sénat à l'initiative de la Commission de la Culture mais aussi de l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe sur la violence dans les médias audiovisuels et ses conséquences sur les enfants et la société. Bonne matinée à tous. Mesdames, Messieurs, je suis particulièrement heureuse d'accueillir cette émission de la culture, de la science, de l'éducation et des médias de l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe pour une réunion conjointe de nos deux commissions sur le thème de la violence dans les médias audiovisuels et ses conséquences sur les enfants et la société. Je voudrais saluer l'initiative prise par Madame Maryvonne Blondin auprès des instances du Conseil de l'Europe pour la tenue de cette réunion dans l'enceinte du Sénat. C'est une occasion de rassembler, comme l'avait d'ailleurs déjà initié Monsieur Jacques Legendre, au sein d'un Parlement national pour une réflexion commune les membres d'une de ces commissions avec des parlementaires du Conseil de l'Europe. Je vous indique que cette audition est ouverte à la presse et sera retransmise sur Public Sénat, aux images et aux scènes de violence dans les médias, dont les enfants et les adolescents peuvent être à la fois spectateurs et acteurs, se pose avec d'autant plus d'acuité que le temps moyen passé devant les écrans, téléviseurs, tablettes, ordinateurs, smartphones, jeux vidéo ne cesse de s'allonger et que les évolutions technologiques amplifient leur présence au sein des familles. Un rapport du Sénat écrit par M. David Assouline avait d'ailleurs signalé ces rapports entre la jeunesse et Internet. Selon une récente étude britannique, le jour de ses 18 ans, un jeune aura passé 3 années pleines, jour et nuit, devant un écran. Quotidiennement, dès l'âge de son entrée à l'école, l'enfant consacre 5 heures en moyenne aux écrans. Aujourd'hui, la régulation qui encadre les programmes de la télévision ne peut cependant entraver la liberté de création. Demander à tous les candidats, je cite, de s'engager à abroger l'article 14 de la loi du 16 juillet 1949 sur les publications destinées à la jeunesse, qui permet à notre ministre de l'Intérieur de censurer la littérature au prétexte de la protection de l'enfance. Peu adeptes de la censure, nous nous interrogions cependant sur notre responsabilité publique à donner à voir chaque jour des coups, des meurtres, des viols et autres assassinats à répétition.
du comité des ministres du Conseil de l'Europe, de même que mon collègue, l'ambassadeur Reinozzi. Et aussi, on m'a demandé donc d'être un peu le modérateur de cette première partie de la session qui concerne la violence dans les médias à partir des dessins anciens jusqu'aux jeux interactifs en 3 dimensions. Nous allons écouter des experts qui auront certainement des choses beaucoup plus intéressantes à vous dire. Communiqué se tient dans ses propos. La violence dans les médias est aussi vieille que les médias, mais la consommation de contenus médiatiques violents et banalisant la violence a énormément augmenté avec l'essor de la télévision numérique, la pénétration forte du marché des médias par l'Internet et la diffusion des jeux interactifs, y compris en ligne. Une étude menée au Portugal en 2000 actions violentes et 2205 décès par mois, suite à une exposition moyenne de 2h30 de télévision par jour. En outre, la violence avait été particulièrement forte dans les films et les dessins animés. Les programmes pour les enfants avaient un taux plus élevé de violence que ceux destinés aux adultes. Il a été observé que la violence télévisée au Portugal est en France. Le comité des ministres du Conseil de l'Europe a abordé la question de la violence dans les médias en 1997 dans sa recommandation 97-19 sur la représentation de la violence dans les médias électroniques que vous pourrez évidemment consulter. Depuis cette recommandation, 15 ans sont passés et les médias d'aujourd'hui sont très différents. Cette recommandation du comité des ministres reste valable en les en tenant compte du contexte actuel. Le comité des ministres s'est penché plus avant sur la question de l'incidence des nouveaux médias à l'égard des mineurs, sur leur protection et leur responsabilisation. Il a adopté en la matière la recommandation CM-REC 2009-5 visant à protéger les enfants contre les contenus et comportements préjudiciables et à promouvoir leur participation active au nouvel environnement de l'information et de J'ai déjà salué M. René Rouquet, vice-président de l'Assemblée parlementaire et président de la délégation française. Néanmoins, il y a eu ici un petit à M. Rouquet. Et donc, je ne veux pas du tout empêcher M. Rouquet, bien au contraire. Nous sommes très, très intéressés à l'entendre. Donc, Monsieur l'ambassadeur, on a au Conseil de l'Europe l'habitude de partager la tribune avec le Conseil des ministres du Conseil de l'Europe. Donc, c'est pas très... Et Madame la Présidente, Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs, chers collègues, pour beaucoup d'entre vous, puisque vous savez que j'ai été quelque temps dans cette Assemblée au Sénat, je suis maintenant député, et surtout, je voudrais saluer mes collègues qui sont dans la délégation du Conseil de l'Europe avec moi. Permettez-moi d'ouvrir mon propos en vous faisant part des excuses de Jean-Claude Mélenchon, qui pour être présent parmi nous cet après-midi en raison des nombreuses obligations qu'appelle sa présidence. Et croyez-moi, Monsieur Mignon est très présent. Il est actuellement très présent et très actif au Conseil de l'Europe. Il est actuellement en Moldavie, où il essaye de faire avancer ce conflit gelé. Et il rencontre d'ailleurs les autres autorités de Moldavie. Je crois qu'il voit le président de la République cet après-midi. Ce n'est assurément pas parce qu'il tiendrait pour négligeable le sujet qui nous rassemble, la violence dans les médias. Plus
largement les questions de société touchant à l'enfance et la jeunesse. Bien au contraire, j'en veux pour preuve la participation du président Mignon à la 2e conférence du Conseil de l'Europe des ministres responsables de la jeunesse qui s'est tenue il y a quelque temps à Saint-Pétersbourg au mois de septembre dernier et dont il a d'ailleurs regretté, et il nous l'a fait savoir, qu'il n'ait pu adopter une déclaration finale. Je veux rappeler aussi son implication dans les préparations et le déroulement de l'Assemblée des jeunes qui a eu lieu en octobre dernier. Et de vous transmettre ses vœux les plus chaleureux de réussite. Comment les images et messages violents de toute nature dont sont environnés les enfants et les adolescents interfèrent-ils avec leur comportement? De tels messages sont-ils déterminants dans le passage à l'acte, et notamment le passage à l'acte violent, voire à l'acte délinquant? Quelle réponse est-il possible d'apporter à de telles interrogations dans le domaine précis de la protection de l'enfance et de l'adolescence? À toutes ces questions qui pourraient former en quelque sorte le devoir d'apporter son éclairage propre et la capacité de formuler des propositions. Le Conseil de l'Europe a en effet vocation à défendre et promouvoir les droits de l'homme sur un continent meurtri par l'histoire, et chacun sait combien les enfants, qui sont parmi les membres les plus vulnérables de nos sociétés, ont besoin d'une protection particulière. Par ailleurs, le Conseil de l'Europe est une organisation particulièrement placée car il peut mobiliser facilement les 4 piliers de l'action publique, les gouvernements, les parlementaires, les autorités locales et les ONG. Il est en mesure de combiner des outils, la définition de normes, le suivi des engagements des États membres, le soutien aux politiques nationales, la conception et la mise en place de programmes de coopération et d'assistance, ainsi que d'activités d'éducation, de formation et de communication. Plusieurs initiatives ont été lancées ces dernières années, au premier rang desquelles je dois mentionner le programme transversal « Construire une Europe pour et avec les enfants » qui a été lancé en 2006. Je ne peux également pas manquer de faire mention de la campagne 1 sur 5 qui vise à lutter contre la violence sexuelle à l'égard des enfants et qui a été mis en place à la fin de l'année 2010. Dans ce cadre général, l'initiative conjointe de la Commission de la culture, de l'éducation et de la communication du Sénat français et de la Commission de la culture, de la science, de l'éducation et des médias de l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe est tout à fait bienvenue. L'évolution des médias, depuis une quinzaine d'années, a vu l'arrivée en masse et les généralisations de contenus présentés de façon répétée et intense qui véhiculent souvent un climat d'agression, de sexualisation et de domination des personnes. La violence dans les divers médias, qu'il s'agisse de la radio, de la télévision, de la presse écrite, des jeux vidéo et plus récemment d'Internet, suscite des débats récurrents à propos de ses effets éventuels sur les spectateurs et lecteurs, en particulier les plus jeunes d'entre eux. Diverses études menées en France, en particulier par le Conseil supérieur de l'audiovisuel, ont montré qu'un enfant peut assister à de très nombreuses séquences violentes, crimes ou agressions, par heure de fiction télévisée et qu'un grand nombre des émissions pour enfants et de jeux vidéo reposent sur des scénarios de violence dans lesquels la survie du héros et des affrontements physiques constituent la trame de l'histoire. C'est donc par l'impact d'un environnement violent qu'il faut analyser et non pas l'influence d'un média particulier. C'est aussi de messages qu'il convient de parler tout autant que d'images violentes. D'emblée, un malaise peut s'installer. Faut-il bannir toute forme de violence
les enfants. Par les enfants et ceux qui ne le seraient pas. Entre ceux qui seraient explicables parce que situés dans un contexte et expliqués par des personnes entourant l'enfant, et ceux qui seraient réductibles à toute entreprise d'interprétation en fonction du degré de maturité de ceux auxquels ils s'adressent. La violence est-elle un mal absolu qui appelle à une protection absolue ou un processus de construction sociale qui doit être accepté comme tel à condition d'être, bien entendu, maîtrisé. On peut être étonné, si l'on se place dans le temps long de l'histoire, de voir qu'au fil des siècles, les rapports humains apparaissent progressivement comme moins brutaux dans la vie quotidienne des sociétés européennes. Aussi l'Europe moderne, puis contemporaine, a su faire émerger un modèle de gestion de la violence qui parvient progressivement à canaliser les pulsions agressives individuelles qui sont essentiellement le fait des hommes jeunes. Parallèlement, se sont diffusés à une dévalorisation de plus en plus forte de la brutalité, mais aussi une littérature noire du frisson et du crime qui a installé le phénomène de violence une sorte de a pris place à côté des faits réels de violence et a offert un dérivatif, un exutoire, que d'aucuns ont pu voir comme ayant permis de pacifier progressivement les mœurs. Assistons-nous aujourd'hui, avec l'explosion d'Internet, avec la multiplication des chaînes de télévision, avec le développement des réseaux sociaux, à un changement de paradigme ou à un simple approfondissement des tendances préexistantes? Vos débats l'évoqueront certainement. La violence médiatique a-t-elle des vertus cathartiques? Participe-t-elle d'un vaste rite social auquel chacun devrait sacrifier dans une sorte de processus initiatique qui ferait passer de l'enfance à l'âge adulte? Je ne peux manquer de constater que face à l'offre de violence qui déferle dans les médias, il y a aussi une demande de violence, dont témoignent certains succès commerciaux, des films qui trouvent leur public, des jeux qui trouvent leur communauté, etc. Deux exemples, brièvement. Une étude récente visant à quantifier les scènes de violence dans les films qui, depuis 50 ans, nous content les aventures d'un célèbre agent secret de Sa Gracieuse Majesté, montre que si les indicateurs de la violence légère ont plus que doublé entre les premiers et les derniers films. Or, le succès de cette série cinématographique ne se dément pourtant pas, bien au contraire. Le journal, deuxième tir des zombies et de la magie. On y apprend que pour l'un des jeux analysés, l'île où le héros a débarqué, et n'oubliez pas que les héros, bien sûr, c'est nous, c'est vous, s'avère contrôlé par des pirates, trafiquants barbares et autres fous psychopathes sanguinaires qui auront au fait de capturer vos amis. Mais rassurez-vous, car est-il dit plus loin dans l'article, l'armement est impressionnant. L'appréciation finale est solidaire du grand art. Que dire de cette démarche? Si ce n'est qu'au supermarché de la violence, l'horreur devient une denrée banale. Cet équilibre de marché entre une offre et une demande de violence doit nous interpeller, car de l'analyse mon propos en demandant s'il est légitime ou pas de distinguer la violence du monde réel, donnée à voir dans les médias, et la violence artificielle, créée et mise en scène pour elle. Les échanges que nous aurons aujourd'hui permettront, j'en suis certain, d'aller bien plus loin que ces réflexions liminaires, même s'ils n'ont pas vocation à apporter des réponses définitives et des recettes toutes faites. Je suis convaincu que vos travaux, nos travaux,
apporteront une contribution importante à la protection des enfants contre la violence et aux actions entreprises en ce sens par les organisations internationales et les autorités nationales de nos pays démocratiques. Je n'oublie pas en effet que pour les sociétés non démocratiques, la violence est un moyen, mais pour les sociétés démocratiques, la violence est un problème. Nous sommes ici des responsables politiques venant de tous les horizons. Il nous appartient de prendre à bras le corps ce problème de l'exposition des enfants à la violence dans les médias. C'est notre mission. Merci beaucoup, Monsieur le Président de ma délégation. C'est un très grand plaisir de vous recevoir et j'y associe Jacques Legendre et Bernard Fournier qui sont ici présents et qui ont été aussi avec moi le petit aiguillon pour demander à ce que nous réunissions, que vous sachiez concrètement au Conseil de l'Europe. Et je suis très heureuse et nous sommes très heureux de vous accueillir ici au Sénat. Alors, j'ai regardé un petit peu, évidemment, la liste impressionnante des intervenants et des experts, et nous sommes là pour cela. Alors, nous allons leur donner la parole. Mais je suis très heureuse de rencontrer mon ami Flégo, parce que nous nous sommes vus il n'y a pas très longtemps ici en tant que groupe d'amitié. Et puis, nous avons aussi une capitale culturelle dans chacun de nos pays, européenne, dans chacun de nos pays. Nous avons Marseille et les membres de la commission culture doivent se déplacer demain. Et vous avez, je vais mal prononcer, je vais te laisser le soin de le prononcer, donc capitale également européenne. Voilà. Eh bien, alors... L'ambassadeur Rui Felipe Castro Mendes coordonnera la première session. D'accord. Je vous donne la parole. Merci. Je remercie Monsieur le vice-président de l'Assemblée parlementaire pour son intervention, qui nous pose beaucoup de pistes de réflexion et qui nous rappelle notre président, le président Mignon, qui est toujours et que je tiens particulièrement aussi à saluer. Merci de votre intervention. J'espère que les interventions et le débat dans cette première session, qui a comme objet la violence dans les médias à partir des dessins anciens jusqu'aux jeux interactifs en 3 dimensions, nous permettront de mieux comprendre l'évolution du phénomène de la violence dans les médias et les formes qu'elle assume dans les nouveaux médias, ainsi que de prendre conscience de l'impact de cette violence sur les enfants et notre société. Nous avons avec nous 3 experts qui ont fait d'importantes recherches dans ce domaine. Tout d'abord, la docteure Astrid Zipfel de l'université Heinrich Heine de Düsseldorf, qui est co-auteur d'une vaste étude réalisée pour le gouvernement allemand en 2004. Madame Salomé Ramos, ma compatriote, psychologue de l'université d'Aveiro au Portugal, qui a produit récemment une analyse substantielle de la recherche sur les médias Internet, et Monsieur le professeur Joe Grobel, directeur scientifique de l'étude de l'UNESCO à Berlin, qui a dirigé Madame la Présidente, de donner la parole à Madame Zipfel, ensuite à Madame Ramos et ensuite à Monsieur le professeur Grobel. Merci.
beaucoup. Mesdames et messieurs, bonjour. Je vous remercie de l'invitation et de l'occasion à parler à vous sur les effets des médias audiovisuels sur les enfants et la société. Et, J'aurais aimé continuer en français, mais je pense que pour que l'on me comprenne mieux, je devrais passer à l'anglais. La violence a toujours attiré l'attention, a toujours exercé une fascination particulière depuis que les médias maintenant, il y a eu beaucoup de discussions, beaucoup d'études empiriques sur ces sujets. Le débat a toujours été empreint d'émotions. Et aujourd'hui, il y a très peu de savoir scientifique. Il y a plus de discussions plutôt émotives sur ce sujet. Donc aujourd'hui, j'ai la possibilité, c'est pour moi un plaisir, de vous faire part d'un certain nombre d'études empiriques sur le sujet et de vous faire part de ce que la science a apporté à ce sujet, source d'émotion, encore une fois. Alors, cela s'applique évidemment à différents types de médias, même si la grande majorité des études se sont portées sur la violence dans les médias audiovisuels. Alors, tout d'abord, quelques informations sur les jeux vidéo, sur la violence dans les jeux vidéo qui sont au centre des études actuelles. Ce que je vais vous présenter est une sorte de compilation, de synthèse effectuée par le professeur Michael Kunschik, professeur émérite de l'université de Mainz, et par votre humble serviteur de l'université de Düsseldorf. Je travaille pour le ministère fédéral allemand de la famille, des personnes âgées, des femmes et de la jeunesse. Alors, ces résultats sont très diversifiés, sont parfois même contradictoires, ne permettent pas d'arriver à des conclusions simples et univoque. La complexité est peut-être due au fait que les scientifiques, les chercheurs se concentrent sur des mécanismes et sur des effets très diversifiés. Alors on peut exciter ou de cognition ou d'attitudes cognitives qui seraient à l'origine de la violence. J'ai très peu de temps, donc je ne vais pas vous présenter en détail toutes les théories. Vous en trouverez dans mon exposé par écrit. Je vais quand même vous dire quelques mots, si vous me le permettez, sur les grandes approches, les grands modèles à notre disposition. Tout d'abord, je voudrais commencer par deux approches assez anciennes qui ont été réfutées maintenant par la science, mais on ne peut pas les éliminer de la discussion publique. La première, c'est la théorie de la catharsis. Elle affirme que le visionnage de contenu violent permet de fantasmer la violence. Il s'agit d'une décharge fantasmée qui évite de passer à l'acte. Alors, il n'y a pas véritablement d'études imitent directement ce qu'ils ont vu à l'écran. Alors, cela n'explique pas les mécanismes sous-jacents à ce mécanisme des cas de contagion, de suicide. Cependant, cela n'arrive que dans des conditions tout à fait spécifiques et le contenu des médias ne semble que l'une des causes parmi d'autres ou une sorte de déclencheur final d'une action qui a été planifiée depuis longtemps. Et donc, ces sont mieux expliquées par des théories plus différenciées. Une troisième théorie, c'est la théorie de l'habituation ou de la désensibilisation qui fait l'objet de beaucoup de discussions. Et les gens deviennent de plus en plus insensibles à la brutalité quand des chercheurs ont étudié ces phénomènes et se sont aperçus que les émotions des personnes qui avaient visionné du contenu violent
ces émotions étaient atténuées ou émoussées. Mais cela aurait on ne sait pas véritablement si cela a une influence sur l'attitude envers la violence dans la vie réelle, si cela diminue l'empathie pour les victimes de violences dans la vie réelle et si cela diminue le seuil de théorie de l'apprentissage social et de la culture. On peut observer un certain nombre d'actions dans les médias ou dans la vie réelle et ainsi les sujets apprennent en observant. Il faut quand même ajouter que d'habitude ces moyens de communication sont plutôt latents et ne font pas l'objet de passage à l'acte. Tout simplement parce que, à cause de la peur d'être sanctionné, et le transfert, le passage à des actions manifestes et le processus d'apprentissage sont encouragés par un certain nombre de manifestations ou aux punitions ou aux sanctions. Donc il s'agit d'actions qui portent à conséquence et par cela, selon les conséquences, selon les patterns de rétribution ou de sanctions, les personnes apprennent. Alors voyons maintenant quelle est la pertinence de ces effets. En ayant étudié toute cette masse d'études, eh bien on voit que les faits, les preuves sont assez faibles. Une personne est expliquée par les médias. Ceci a été également corroboré par des études à long terme. Pourquoi? Eh bien, conditions, cela peut augmenter ou diminuer. Cela signifie également que les effets de la violence dans les médias sont atténués ou sont pondérés par un certain nombre de contenus, les caractéristiques de la violence, les caractéristiques personnelles d'un autre côté. Alors, quels sont les facteurs de risque qui sont liés au contenu des médias? D'après ce que l'on sait maintenant, le contexte de la description de la violence est bien plus important que l'intensité. Et les types de violences qui sont le plus à risque sont les suivantes. Tout d'abord, les comportements violents et qui semblent justifiés. Ça peut être expliqué par la théorie de l'apprentissage qui affirme que la violence justifiée attire beaucoup plus l'attention, est un facteur de motivation de passage à l'acte. Deuxièmement, un deuxième facteur de risque, si la violence est du fait d'un protagoniste attirant, séduisant, par quelqu'un qui vous ressemble, par exemple. Troisièmement, troisième facteur de risque, si la violence est récompensée par une forme de succès ou au moins qu'elle ne fasse pas l'objet de sanctions négatives. Et quatrièmement, autre facteur de risque, si la violence est banalisée, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de conséquences négatives visibles pour la victime. Si le spectateur n'a aucune raison d'éprouver de l'empathie pour la victime. En ce qui concerne les caractéristiques des jeux vidéo, eh bien la recherche, et c'est intéressant de le noter, n'a pas véritablement avancé un certain nombre d'hypothèses. Si l'on joue avec un personnage qui vous ressemble, par exemple, cela ne produit pas véritablement d'effet. Et les jeux vidéo, a priori, n'auraient pas plus d'influence que d'autres contenus violents, par exemple à la télévision. En ce qui concerne maintenant la personne, le sujet, les effets négatifs de la violence sont plus
Enfin, il y a plus de risques qu'elles aient une influence si le sujet est un garçon ou un homme, s'il est enfant. Les enfants peuvent comprendre un certain nombre d'histoires, mais parfois ils n'ont pas assez d'assises morales, ils n'ont pas assez d'éléments pour juger du bien ou du mal. Troisième facteur, c'est une personne et qui cherche de fortes sensations. Ce sont des personnes qui cherchent le risque, qui cherchent l'excitation. Quatrième trait, il s'agit de prédispositions agressives. Des personnes qui sont déjà violentes, eh bien, ils recherchent des contenus violents. Alors, les études longitudinales montrent quelque chose d'intéressant, à savoir qu'il y aurait un processus qui a été qualifié par certains chercheurs de modèle de la spirale descendante. C'est-à-dire qu'il y a une sorte de spirale d'entraînement entre une personnalité agressive et un contenu violent. C'est-à-dire qu'il y a une sorte de cercle vicieux. Les personnes qui sont déjà agressives chercheront du contenu violent qui augmentera leur tendance agressive. Donc il y a une sorte de cercle vicieux et de renforcement. Si on intervient au début de la mise en place d'un certain nombre de préférences dans le psychisme, risque de conséquences négatives liées au contenu violent si les enfants vivent dans une famille où il y a une grande utilisation, une grande consommation de contenu violent, et si les enfants font qu'ils considèrent comme des modèles. C'est pour cela qu'il peut y avoir un renforcement entre différents éléments. Et donc, il est important de se concentrer sur les aspects suivants. La grande majorité des chercheurs sont d'accord pour dire que la violence dans les médias peut provoquer des effets négatifs. Cependant, en général, ces effets sont faibles. Cela n'empêche pas que le contenu violent peut, sur certains individus, avoir un grand effet, sur d'autres, pas du tout d'effet. Les chercheurs ont pu identifier un certain nombre de facteurs de risque liés au contexte dans lequel cette violence est subie, mais ces facteurs ne sont pas dépendants les uns des autres, mais sont en interaction. Et donc, les expériences de la violence dans la vie réelle jouent également un rôle très, très important. Et les groupes à risque représentent une petite partie de la société et la violence dans les médias sont un des facteurs parmi d'autres qui peut représenter et qui peut susciter de la violence chez certaines personnes dans une société qui est déjà violente. Je vous remercie. Monsieur l'ambassadeur. Merci, Madame Zipfel. Et je passe maintenant la parole à Madame Salomé Ramos du Portugal qui nous va parler de la violence dans les médias sur l'Internet, contenu violent et un comportement violent entre les utilisateurs. Good afternoon. C'est pour moi un grand plaisir de vous faire part de certains résultats d'une étude menée au Portugal. Je ne vais pas vous présenter la théorie, vous l'avez dans les documents.
Donc nous avons mené une étude à l'université d'Aveiro avec 745 étudiants ou élèves portugais. Ils venaient du centre du Portugal dans 3 districts et nous avons sélectionné 12 écoles. Quelques caractéristiques de notre échantillon. Il s'agissait d'élèves entre 10 et 18 ans. 82% avaient entre 12 et 15 ans. L'échantillon était composé de 402 filles et 343 garçons. Comme vous pouvez le voir dans vos documents, nous avons beaucoup travaillé pour la configuration de cet échantillon, mais vous trouverez le détail dans le document. Alors, tout d'abord, nous avons essayé des élèves pouvaient regarder la télévision dans le salon, 30% avaient une télévision dans leur propre chambre, 97% avaient un téléphone portable à la maison, 77% pouvaient l'utiliser à l'extérieur et ils étaient très intéressés par la télévision, par les téléphones portables, mais ils étaient encore plus intéressés par Internet. Et ils avaient une connexion Internet pour 96% d'entre eux, 39% dans des pièces partagées par les adultes, par exemple le salon ou la cuisine, 57% dans leur chambre. Pour 64% des élèves, ils avaient accès à Internet à l'extérieur. En ce qui concerne le temps passé, 3 heures par jour en moyenne pour lire des revues et des livres, 5 heures contre 5 heures par jour pour tout ce qui est consacré à les nouvelles technologies, 5 heures par jour pour la télévision, 5 heures et demie pour les téléphones portables, 4 heures pour Internet. Et de plus en plus de garçons qui jouent à des jeux vidéo. Le week-end, les jeunes passent jusqu'à 6 heures devant la télévision ou devant des jeux vidéo, avec une utilisation d'Internet de 5 heures en moyenne. Il y a de plus en plus de nouvelles technologies dans la vie des jeunes, ils sont de plus en plus accessibles et ils sont de plus passé à consommer ces médias ou à les regarder et le comportement violent. Mais certains pensent que ce temps peut être associé au harcèlement ou au cyberharcèlement. Pendant la semaine, il semble qu'il y ait une corrélation entre le temps passé devant Internet, par exemple devant la télévision, et la télévision et le harcèlement, et encore plus quand il s'agit de Only 19% stated that their model engages often in fights and destroys objects. Un grand nombre regardent des jeux vidéo, mais même si 19% affirment que tout comme le temps consacré aux médias, l'exposition à un contenu violent est corrélée de façon positive avec des formes de harcèlement ou de cyberharcèlement. Il semble que la corrélation soit plus grande entre le temps passé à l'utilisation de ces médias et le cyberharcèlement. Et nous avons noté un certain nombre de particularités, notamment l'implication des parents, dans le contrôle. 82% des parents regardent la télévision, alors que seuls 25% des parents suivent ce que les enfants font sur Internet. 56%
des parents contrôlent le temps que les enfants passent sur Internet, 44% contrôlent ce qu'ils font sur Internet et 25% sont avec eux, les accompagnent au moment où ils sont sur Internet et 53% parlent avec eux d'Internet. Alors il devient de plus en plus difficile pour les parents de suivre la corrélation entre l'implication des parents et l'utilisation des médias et le comportement violent. Cette implication semble avoir une corrélation négative avec le harcèlement et le cyberharcèlement. Is a low negative correlation for bullying and even lower for cyberbullying. Alors même si la corrélation n'est pas très forte, le contrôle est associé en général avec une diminution de la fréquence des comportements violents, même si on peut se poser la question de l'efficacité du contrôle de la part des parents. Par exemple, on ne sait pas très bien dans quelle mesure les parents regardent du contenu violent avec leurs enfants sans véritablement être conscients de ce que peut représenter comme intensité de violence pour les enfants ou même parfois en approuvant ces comportements violents. En ce qui concerne les attitudes justement envers la violence, il semble qu'il y ait une forte corrélation entre les formes de violence, harcèlement à passer à l'acte. Enfin, cette étude montre qu'il y a une relation entre le harcèlement et le cyberharcèlement. Il semble qu'il y ait une corrélation positive entre ces deux formes de comportement, et la corrélation pourrait nous faire penser à une probabilité un comportement violent avec dans la classe, dans la vie réelle, mais également sur Internet. Quelques réflexions maintenant sur ces résultats. La violence chez les enfants, chez les jeunes, est un phénomène de plus en plus visible dans nos sociétés. On ne peut pas lui attribuer une cause unique, bien évidemment, et c'est bien pour cela que la recherche doit être une priorité pour mieux comprendre ce phénomène. Étudier l'effet de la violence dans les médias, cela ne peut qu'enrichir le débat sur les actions de façon éclairée. Il y a un grand nombre de voies de recherche sur les médias, sur son influence, sur ses conséquences, et pas seulement forme de violence. Il est indispensable également d'étudier tout ce qui a trait à la santé et au risque de l'Internet. Le fait que les enfants se servent des médias, ce n'est pas, d'après nous, la principale cause de la violence. L'évolution des médias se passe à un rythme effréné, mais en même temps, cela comme jamais auparavant. Cependant, il faut que les enfants soient bien équipés pour pouvoir répondre à ces nouvelles possibilités. Aujourd'hui, les médias jouent le rôle d'éducateurs, ils transmettent le savoir, mais également des attitudes et des valeurs. Et donc, cette possibilité d'avoir un contact monde extérieur représente une chance inouïe, mais également de grands risques. Les études exploratoires, notamment celles que je viens de vous mentionner, représentent une contribution, parmi d'autres, pour mieux comprendre la violence chez la jeunesse. Et nous pensons qu'il y a un rôle tout à fait fondamental à jouer pour les parents en tant que médiateurs, et cette question doit être creusée, doit être recherchée. Ça, c'est une des premières conclusions. Qui plus est, il est indispensable également
que les parents, mais les éducateurs, les enseignants sachent comment réagir à ces phénomènes et sans arriver à une meilleure réglementation de la production télévisuelle et de la production sur Internet, qu'elle soit d'une meilleure qualité, mais ça ne suffit pas. Il est indispensable également d'apprendre aux gens à se servir des médias. Et il est indispensable, nous semble-t-il également, cette étude d'élaborer des programmes de sensibilisation, de formation pour les enfants, pour les jeunes, pour les parents, pour les enseignants, pour toutes les parties prenantes, pour leur apprendre à se servir de ces nouvelles technologies. Il est indispensable d'attirer l'attention de ceux qui s'occupent des enfants pour réduire le temps passé devant la télévision, devant Internet, pour mieux apprendre à se servir de ces médias, pour assurer la promotion d'attitudes anti-violence, pour condamner la violence et pour adopter des stratégies de résolution de problèmes, et ce de façon concertée. Merci. Merci pour votre intervention, de votre contribution à ce débat. Et je passe la parole maintenant à monsieur le professeur Grobel, qui a été le directeur de l'étude de l'UNESCO, l'étude mondiale de l'UNESCO sur la violence dans les médias de 1998. Quelles leçons apprises? Je donne donc la parole à monsieur le professeur Grobel. Mesdames et messieurs, je m'excuse, je ne parle pas français. Je suis un barbare allemand. Je m'excuse. So I have to need to also to continue in English. And first, let me try. Je vais continuer en anglais. J'ai essayé de maîtriser la technologie tout d'abord. Are we here? Okay. Is it up there? On the bottom on the right. On the bottom of the right. So it changed. Okay, this one, right? Correct. Okay, perfect. So as you see from my gray hair, I've been doing research on media violence d'après mes cheveux gris, temps que je me préoccupe de la recherche sur la violence dans les médias. Je suis tout à fait d'accord avec ce qu'a dit Mme Zipfel et également Ramos. Les experts scientifiques sont sur la même longueur d'onde. Donc, après 40 ans de recherche en matière de violence dans les médias, et avec mes cheveux gris, comme je l'ai dit, parfois je suis un petit peu las de toutes ces demandes en ce qui concerne la sensibilisation sur la violence dans les médias, l'autonomisation des parents, etc. Je ne voudrais pas adresser de critiques. Toutes ces questions sont fort importantes, mais parfois, il me semble qu'il faudrait s'arrêter, essayer de dresser un bilan. Il pourrait être un petit peu provocateur, polémique. Je dirais que toute cette question de violence dans les médias et cette revendication d'éducation des parents en la matière, est-ce que tout ceci n'est pas une sorte d'alibi pour dire, bon, nous avons fait quelque chose, nous demandons plus d'éducation en matière de médias, et puis basta, nous passons à autre chose. Alors, je ne sais pas si vous m'auriez invité, si vous aviez su que j'allais dire cela, mais ceci dit, j'ai quand même des résultats que je voudrais évoquer devant vous. Il y a plus de 10 ans, pour l'UNESCO, j'ai étudié cette question, mais certains des enseignements que j'ai pu en tirer sont toujours valables. Maintenant, j'ai écouté les deux derniers orateurs et cela m'a bien prouvé que mes recherches étaient toujours valables. Essayons de tout d'abord nous pencher sur certains cas qui nous ont préoccupés. Par exemple, ce week-end, la tuerie de Newtown, 27 personnes, surtout des enfants, tués à l'école. La semaine passée, nous avons eu un suicide dû à un cyberharcèlement, ce qui est très triste, et reprend exactement ce que vous disiez.
dans votre intervention. Aujourd'hui encore, 5 personnes ont été tuées par les talibans au Pakistan. C'était des personnes travaillant pour une association luttant contre la polio. Alors, qu'est-ce que tous ces cas ont à faire entre eux? Quel est le lien entre toutes ces affaires? Nous y reviendrons. C'est le suspense de mon intervention. Quel est le rôle donc joué par les médias en la matière? Mais pour revenir à l'intervention de Mme Zipfel, tous ces cas n'ont aucune signification statistique, ne sont pas significatifs du point de vue statistique. Aux États-Unis, par an, 30 000 personnes sont tuées par fusillade. C'est une centaine par jour. Et pourtant, ce n'est qu'une ou deux fois par an que l'attention du monde est concentrée sur ces événements, par exemple lorsque beaucoup d'enfants sont tués en même temps ou lorsque les enfants sont très jeunes. Statistiquement, pourtant, ces accidents, ces massacres n'ont pas de signification statistique et pourtant, ils déclenchent le débat sur les médias, la violence dans les médias. J'ai été invitée par l'ex-chancelier Schröder pour rejoindre un panel d'experts pour l'affaire Steinhäuser. Il y a 10 ans, il s'est agi d'un massacre dans une école allemande avec 17 étudiants qui avaient été tués. Et l'objet de ce panel était « Est-ce que les médias ont joué un rôle en la matière ?» Or, en fait, oui, nous avons conclu que les médias sont un facteur, mais un des facteurs dans des événements qui sont multifactoriels. Alors, je vais me concentrer sur ma première partie, à savoir l'étude de l'UNESCO qui a été publiée tout d'abord en 2001 et qui a été conduite à la fin de 1998 et jusqu'en 1999. Cette étude s'est penchée sur l'impact de l'environnement, du contexte culturel, du milieu culturel. Et, comme vous l'avez dit tous les deux, l'expérience en matière de violence. Vous avez également souligné qu'il y avait des groupes à risque sur lesquels nous devions nous concentrer. Il ne s'agit pas en général de groupes moyens. Même les sénateurs ont parfois des enfants qui peuvent être menacés par cette exposition à la violence, mais la probabilité est moindre que l'impact soit délétère que dans d'autres milieux sociaux. Voilà quelques informations de base. Cette étude a été conduite pour l'UNESCO avec le mouvement de scouts, qui était une organisation mondiale qui m'a beaucoup aidé. À l'époque, j'étais professeur à Utrecht et nous avons fait une enquête sur 5 500 jeunes de 12 ans. Nous avons donc choisi un âge standard avec un facteur d'âge qui serait stable, fixé à 12 ans. Et nous avons englobé 26 pays dans le monde, représentant toutes sortes de cultures, d'environnements sociaux et d'expériences différentes en matière de violence. Ce que nous avons recherché plus particulièrement, comme vous l'avez mentionné, c'est d'étudier, nous souhaitions étudier les structures familiales, le soutien familial, les orientations, les valeurs. Et nous avons également étudié les différences en valeurs et en orientation religieuse. Le sexe également a joué un rôle, féminin ou masculin, et une différenciation suivant le genre, donc. Et nous avons également étudié les facteurs dus aux médias et le contrôle social. Certains des résultats, brièvement, la violence parle une langue mondiale, ce n'est pas une surprise. La violence est quelque chose que tout un chacun, la violence est quelque chose à laquelle tout un chacun s'intéresse, soit parce qu'il ou elle en a été victime, soit parce qu'il ou elle est attiré vers cette violence. De toute façon, il s'agit là d'un fait archaïque. Nous devons réagir à la violence. Nous n'avons pas besoin nécessairement de réagir à la paix. Nous sommes obligés de réagir à l'agression.
Et c'est pourquoi les médias, les loisirs s'intéressent tant à la violence. Alors, il peut y avoir bien sûr des loisirs paisibles, mais physiologiquement parlant, nous sommes configurés de manière à réagir à la violence, à l'agression. Et cela fait des millénaires que nous avons appris que l'agression est menaçante et que nous devons y accorder toute notre attention, ne serait-ce que même si c'est sur un écran. Dans notre étude englobant 5500 enfants dans le monde, nous avons constaté que la plupart de ces enfants ou de ces étudiants, de ces écoliers connaissaient les mêmes vedettes de cinéma qui jouaient dans les films violents. Schwarzenegger dans Terminator à l'époque. Et ça, que l'on a en Afrique, dans des régions africaines qui avaient très peu d'écrans de télévision, ou aux États-Unis ou la France, Schwarzenegger était connu partout. Alors, sans doute parce qu'il est autrichien, bien sûr, ça c'est un facteur. Mais ce que je disais, c'est que l'agression, la violence est un langage mondial parce que nous sommes contraints d'y réagir d'une manière ou d'une autre. Nous n'avons pas besoin de réagir à des situations paisibles, pacifiques. Et là, je dois dire, c'est un phénomène transculturel. Et j'ai constaté une tendance dans certains pays. Les filles deviennent de plus en plus violentes. Ça ne veut pas dire que les garçons ne deviennent moins. Mais il est évident qu'en général, on pense que les filles ne sont pas violentes et que les garçons le sont. Et ça a évolué un peu. Il faudrait bien sûr conduire une recherche sur la matière. Les jeunes filles, les jeunes femmes sont plus enclines à s'adonner à la violence qu'auparavant. Il y a des gangs de femmes, par exemple, des bandes organisées de femmes ou de jeunes filles. Alors, bien sûr, on peut toujours mettre sur la sellette les médias en disant que ce sont eux les boucs émissaires, mais l'un dans l'autre, on peut dire de manière générale que la violence diminue lorsque les médias parlent moins de violence, montrent moins de violence. Alors il se peut que ce soit dû à d'autres causes dans certains pays. Ceci dit, on peut dire également que les médias souvent ont des contenus pacifiques. En ce qui concerne les contenus violents, il y a effectivement une interaction. Alors à cette époque, nous avons constaté un résultat qui a sûrement perduré actuellement. La majorité des enfants qui ont fait l'objet de l'enquête, peut-être à voir avec la puberté ou pas, mais la majorité des enfants ont mentionné que dans leur vie quotidienne, la violence était un problème. Ce n'est peut-être pas le problème prédominant, mais plus de 70% des enfants ont affirmé qu'ils avaient des problèmes de violence et que d'autre part, leurs parents ne le savaient pas. Vous avez dit que les parents, effectivement, regardaient la télévision avec leurs enfants, mais n'utilisaient guère l'ordinateur avec leurs enfants. Cela corrobore ce que j'ai vu dans d'autres enquêtes, dans d'autres analyses. Pour les parents, c'est beaucoup plus un problème de maîtriser le comportement de leurs enfants avec l'ordinateur qu'avec la télévision. Donc, ils jettent l'opprobre sur la télévision ou l'ordinateur, mais ils ne contrôlent pas vraiment le comportement de leurs enfants vis-à-vis des médias. Le comportement des enfants vis-à-vis des médias, en fait, est l'image du comportement de leurs parents. En général, les parents disent que c'est la faute des médias, mais ce sont eux qui donnent l'exemple à leurs enfants. Et ça, c'est un phénomène assez intéressant.
De plus, on peut dire que l'impact des médias, que ce soit sur l'ordinateur ou à la télévision, l'impact des médias ne peut pas être considéré comme la seule cause de la violence. En revanche, si l'on prend en considération la combinaison de la violence sur le terrain, dans la vie réelle, la violence des médias et le faible niveau de contrôle social, là, on en vient à, il en résulte un mélange explosif. Une partie de ce que je vous dis peut être retrouvée dans certains documents. Et il faut également examiner les raisons pour lesquelles les gens s'intéressent à la violence dans les médias. Il s'agit aussi de la gestion des humeurs. Si, par exemple, je m'intéresse à la violence à la télévision, je m'adonne à des jeux vidéo violents, ça me remonte le moral, c'est bien pour mon humeur. Donc, il faut voir également quelles sont les raisons pour lesquelles la violence dans les médias est fascinante et surtout pour les hommes et les garçons. Et si ces enfants, si ces garçons ont une personnalité un peu faible, à ce moment-là, ils chercheront des modèles à imiter dans ce qu'ils voient à la télévision ou dans les jeux vidéo pour savoir comment survivre dans un environnement dangereux. Je ne vais pas vous parler de cette diapo, c'est trop scientifique. Voilà une diapo très intéressante. On a l'opportunité de regarder ce qui se passe dans les différentes cultures, les différents niveaux de contrôle social et les différents niveaux de violence. C'est intéressant parce que nous voyons que lorsque la violence dans les médias est élevée, ce qui a été et est toujours le cas au Japon, eh bien, simultanément, le contrôle social est très élevé également. Et à ce moment-là, il y a très peu de violence dans la réalité. Il y a un taux de suicide assez élevé au Japon. C'est-à-dire l'agression est tournée contre soi-même. En revanche, le jeu du contrôle social joue un rôle majeur dans l'inhibition et dans le refoulement de cette violence. Le contrôle social est à un niveau très bas. En revanche, ne me demandez pas quels sont les indicateurs scientifiques que nous avons utilisés. Faites-moi confiance, nous avons utilisé beaucoup. Donc, si l'on associe un niveau de violence dans les médias élevé avec un niveau de contrôle social bas et très peu donc très peu de contrôle social, comme c'est le cas dans les favelas brésiliennes, une partie des États-Unis, une partie de l'Afrique du Sud, on aboutit à une combinaison, à un mélange explosif. Alors évidemment, la violence dans les médias joue un rôle déterminant, particulièrement pour ceux qui expérimentent une vraie violence dans leur réalité. Ce n'est pas là une caractéristique de nos pays comme les Pays-Bas ou le Royaume-Uni ou la France, mais un grand nombre de pays sont véritablement violents dans la réalité. Et donc, le signal qui est donné aux enfants, si vous souhaitez survivre, vous devez utiliser la même violence que celle que vous voyez dans les films violents. Si le niveau de violence dans les médias est relativement bas, comme c'est le cas en France et en Allemagne, heureusement. Nous pouvons subjectivement penser que la violence est permanente dans nos médias, mais par rapport à tout est relatif, par rapport à ce qui se passe dans d'autres pays, ce n'est pas du tout le cas. Et il y a d'autres formes de violence sur Internet. Nous pouvons dire que la violence dans nos médias est encore assez modérée dans nos pays. Donc, peut-être devrait-on la comparer à ce qui se passe en Afrique du Sud ou une partie des États-Unis. Alors, je ne sais pas si j'ai le temps qui m'est imparti s'arrête. Non, j'ai encore un peu de temps, bon, parce que sinon il faudrait utiliser de la violence à mon égard pour m'arrêter. Donc, comme je le disais, je suis peut-être un petit peu dans la polémique, mais si vous étudiez ce qui s'est passé le week-end dernier aux États-Unis, et si en même temps
vous avez conduit comme moi certaines études dans d'autres parties du monde, s'agit de savoir quelle est l'influence négative, préjudiciale de la violence ou de la sexualité dans les médias. En général, les Européens sont assez choqués par les résultats. Il semblerait qu'aux États-Unis, par exemple, la violence dans les médias est perçue comme moins dommageable que la sexualité sur les écrans. Vous vous rappelez la réaction à l'exposition par Janet Jackson à la télévision de sa poitrine, et cela a suscité une levée de bouclier aux États-Unis. Regardez ce qui s'est passé, ce qui se passe dans les programmes télévisés ou les films américains. Il y a pas mal de pruderie. Vous voyez que là, l'arrière-plan est assez différent. Même chose lorsque l'on parle de la question de la lutte contre les armes à feu, le port des armes à feu. Un autre résultat de notre enquête, il est très difficile de réduire la violence et nous avons constaté que dans le monde islamique, où nous avons mené une enquête, et dans la plupart des pays asiatiques et africains, le pire que l'on puisse faire à quelqu'un, ce n'est pas de l'agresser physiquement, c'est de lui lancer une insulte psychologique ou religieuse. Alors que dans le pays occidental, le pire, c'est d'attaquer quelqu'un physiquement, pas de l'insulter. Alors c'est l'inverse dans certains pays africains, asiatiques et surtout dans le monde musulman. Et je pense que si l'on aborde la question de savoir comment gérer le problème des religions et des diversités culturelles, il faut bien sûr parler de la liberté d'expression, mais il faut bien comprendre quelles sont les diversités culturelles. Alors, ce n'est pas exactement le sujet qui nous occupe aujourd'hui, mais je pense que cela valait la peine de le mentionner dans ce cadre. Je vais tirer quelques conclusions. Bien sûr, il faut éduquer les médias, bien sûr, il faut donner plus de pouvoir il faut sensibiliser les parents, bien sûr. Mais nous devons trouver un équilibre entre la protection de la liberté d'expression et il faut pour cela prendre en considération toute une série de facteurs. Et en ce qui concerne le cyberharcèlement, est-ce une question de liberté d'expression? Nous ne le savons pas. D'autre part, lorsque j'ai présenté les résultats de mon étude à un groupe pour le Conseil général de l'UNESCO, eh bien, certaines personnes qui n'étaient pas forcément d'accord avec moi on en conclut que les médias ne sont pas bons pour les enfants et qu'il fallait totalement contrôler les médias. Ce qui est une bonne alibi ou une bonne excuse, un prétexte pour museler les médias. Je crois que nous devons trouver un équilibre entre le contrôle des médias et le respect de la liberté d'expression d'autre part. Il faut donc trouver un équilibre entre les deux exigences et je crois que pour ce faire, nous devons trouver une sorte de système d'auto-réglementation dont on peut rendre compte, c'est-à-dire avec un suivi. Il s'agit de demander des comptes aux parties prenantes. Donc, je ne vais pas parler du terrorisme, vous pourrez le lire dans mon document. Les enseignements que l'on a pu tirer, mais ce sera ma dernière diapo. La violence dans les médias est en fait récompensée, que ce soit l'agresseur dans un film de fiction
Il a le pouvoir, il est en contrôle. En général, les victimes, elles, ne sont pas récompensées. Il n'y a pas d'histoire de fiction autour des victimes. On n'a pas envie d'entendre parler de l'histoire des victimes. Alors pourquoi la violence est-elle si intéressante? Eh bien parce qu'elle récompense, elle est gratifiante pour l'agresseur. C'est vrai de la fiction, mais c'est également si vous êtes membre d'une bande armée ou un assassin, vous apparaissez à la une des journaux, pas les victimes. Alors, l'exemple que nous avons expérimenté ce week-end le prouve bien. En général, tous les yeux sont fixés sur l'agresseur et non pas sur les victimes. C'est plus gratifiant, entre guillemets, d'être l'agresseur que la victime, par conséquent. Très peu d'attention consacrée à la victime. Et on peut ajouter que la violence dans les médias a un impact, mais un impact à grande échelle. Nous ne parlons pas là de fait d'impact statistiquement significatif. Donc, si nous avons là la violence sur le terrain plus un manque de contrôle parental, effectivement, là, nous avons un problème avec la violence dans les médias. Mais c'est un phénomène complexe. Jusqu'à présent, on parlait de télévision, un peu de jeux vidéo, un peu de films de fiction. Maintenant, nous avons la violence qui apparaît dans des plateformes de communication qui ne peuvent pas être contrôlées ou difficilement. Il y a là une nouvelle dimension qui s'ajoute. Nous sommes entrés dans une nouvelle ère, ce qui est très important. Les diffuseurs officiels ont un impact de plus en plus faible. Il faut bien le réaliser. Je pense qu'il y a des points de référence de qualité, comme on le souligne au sein de l'UE et peut-être au sein du Sénat, par exemple pour les diffuseurs publics. Monsieur Mazzone va nous en parler d'ailleurs. Il s'agit là en fait d'une tâche d'ampleur internationale et nationale. Il ne s'agit pas seulement des médias, il faut nous concentrer sur les risques tout azimut. Il s'agit là, bien sûr, d'un chemin à parcourir qui sera assez long. Merci. Thank you very much. Merci. Monsieur le professeur, vous avez fait une exposition très large et très intéressante qui nous a posé beaucoup de questions, notamment dans certains domaines sur lesquels le Conseil de l'Europe est particulièrement concerné, comme le dialogue interculturel, la nécessité de comprendre les différences culturelles pour mieux comprendre les phénomènes sociaux. Mais avant d'essayer de tirer des conclusions de si brillantes interventions qui ont été faites, évidemment, je ouvre la discussion, le débat. S'il y a des questions, si quelqu'un veut poser des questions aux intervenants, et je revois déjà M. Santini qui demande la parole. Merci. Merci, Monsieur le Président. Notre commission s'occupe de culture et de sciences, mais également de sport. Alors, je voudrais poser une question au rapporteur. Y a-t-il des sports violents? La télévision d'État en Italie, au cours des derniers mois, a interdit la retransmission de matchs de catch ou de lutte à l'heure de grande écoute. Donc seulement après 22 heures, ces matchs peuvent être retransmis par peur que les enfants puissent être choqués. Après 22 heures, les enfants sont supposés dormir. Est-ce que vous pensez effectivement que le sport peut être violent et peut également contribuer au phénomène dont nous avons entendu parler pour s'ajouter aux autres formes de violence? Bon, le catch et les arts martiaux sont des exemples de sports violents. Merci. Merci, M. Santini. Je donne maintenant la parole à Mme Abliger.
Alle Sprachen, okay. Dankeschön für die interessanten Vorträge. Merci pour ces interventions fort intéressantes. Herr Professor Gröbel, bei Ihnen interessiert, oder eigentlich Monsieur an Gröbel, alle interessieren. et puis d'ailleurs, j'adresse ma question à tous les intervenants. On parle de la relation entre les médias et la violence. Alors, je voudrais savoir de quelle violence on parle. Ich glaube, dass der Zusammenhang immer schwierig herzustellen ist, wenn es dann Diskussionen geht diese Schulvorfälle. Et c'est difficile de voir exactement le lien entre la violence dans les médias et ces événements tragiques dans les écoles. Il faut également parler de la violence à l'encontre des minorités, à l'encontre des femmes et le peu de soutien social qui existe à l'encontre pour lutter contre ces violences. Alors, je voudrais savoir également de quelle violence parle-t-on, de quelle violence mesure-t-on dans les médias. Je suis moi-même enseignante. Et souvent, lorsque je discute avec mes étudiants, ils me parlent de ces talk shows, de ces débats à la télévision. Vous connaissez également ces émissions de télé-réalité où des gens sont amenés à s'insulter l'un l'autre, à s'humilier les uns les autres. C'est une forme également de violence que je trouve beaucoup plus forte, surtout en ce qui concerne les jeunes. Alors, j'aimerais savoir si cela a joué un rôle dans vos enquêtes, particulièrement la télé-réalité. Madame Zipfel, vous avez mentionné, ou du moins c'est dans votre document, vous avez évoqué, je crois, la violence dans les vidéos qui est utilisée comme alibi par certains agresseurs et certains criminels qui se cachent derrière cet alibi. Lorsqu'il s'agit de se défendre, ils disent « oui, mais ce n'est pas vraiment de ma faute, j'ai été incité par la violence dans les jeux vidéo ou à la télévision ». C'est donc une sorte de prétexte ou d'alibi. Merci, Madame Ablinger. Je passerai la parole après à Madame Nemegen et je propose que ensuite, pardon, Mehmetchem, I'm sorry, I'm sorry too. And after this question, I will ask. Et ensuite, eh bien, je demanderai aux intervenants de répondre aux questions qui auront été posées. Donc, Madame Mehmetchen. Merci. Moi, je voudrais remercier tous les intervenants pour leurs exposés. Je voudrais savoir si l'étude que vous aviez menée en 1999 avait été réactualisée, si elle avait été renouvelée, si une nouvelle étude sur cette question avait été menée à bien éventuellement. Et je voulais savoir s'il y avait une corrélation entre les handicaps d'apprentissage et la violence, notamment au vu de ce qui s'est passé à Newtown. Le jeune qui a tué ses enfants semble avoir fait l'objet d'un diagnostic, notamment le syndrome d'Asperger. Avez-vous décelé des corrélations entre certaines perturbations psychologiques et la violence? Voilà, est-ce qu'il y a eu des études? Et j'étais très intéressée également par le transparent sur lequel vous étiez passé rapidement sur le terrorisme. Est-ce que vous pourriez en dire deux mots de plus? Alors nous avons vu, vous nous avez bien montré l'impact de la violence sur les enfants, mais je voudrais savoir s'il y avait des études menées sur des mesures préventives éventuelles. On ne peut pas faire en sorte que tous les loisirs
tous les programmes de divertissement soient totalement dénués de violence. Il y aura toujours un certain nombre de modèles, tant soit peu violents. Mais que peut-on faire pour protéger les enfants? Pour leur faire comprendre qu'il s'agit d'illusions, pour les préparer et pour les préparer à ce type d'exposition, à ce type d'image. Merci, Madame Memetchen. Si vous êtes d'accord, je passerai la parole. Il y a encore une question de M. Konarty. Et je passerai d'abord la parole à M. Konarty pour poser sa question. Ensuite, vous pourriez... Thank you very much. Merci beaucoup. Bon, c'est quelque chose de très basique, hein, ma question. Je suis mariée à une ancienne directrice des services sociaux. Et nous avons un petit-fils de 4 ans qui est fasciné par Ben 10. Je ne sais pas si vous connaissez cette émission. Et là, on montre des comportements tout à fait violents de ce petit garçon contre sa sœur qui a 6 ans. Et nous sommes des grands-parents vigilants et donc nous avons essayé d'étudier la question et nous avons vu que les enfants, en général, étaient un tout petit peu plus agressifs après avoir vu des jeux violents sur Internet ou simplement en ayant vu ces petites émissions. C'est une réaction souvent physiologique. Ils sont excités en quelque sorte par ces jeux. Et on voit qu'à maintes reprises, on voit que les enfants commencent à frapper leurs frères ou leurs sœurs. Alors, un petit enfant de 4 ans, ma femme, elle a un BlackBerry. Alors, elle regardait il a regardé les programmes sur son BlackBerry et il a réussi à avoir accès à son BlackBerry et à des jeux qui étaient éventuellement et à jouer avec et à jouer à ces jeux un petit peu violents. Donc c'est très très stimulant. Donc encore une fois, ce n'est pas uniquement de la violence sous forme de passage à l'acte, mais on voit que les enfants sont très très stimulés et deviennent agressifs. Donc je ne suis pas sûre que notamment les premiers orateurs fassent grand cas de cela. Et nous pensons que si les enfants grandissent en ayant un accès si facile à la violence, eh ben, quels adultes vont-ils devenir? Mr. Benton, please. Merci, Monsieur Benton. Merci. Et merci également pour vos contributions. Alors j'étais en train de réfléchir à ce que j'avais entendu et il me semble que le problème ce n'est pas le fait que la violence soit montrée à la télévision, pas seulement. Bon, c'est la quantité, les volumes de violence, leur densité, le nombre d'occurrences des cas de violence. C'est ça le grand problème. Et pourquoi je dis ça? Mais je me souviens d'un temps où les enfants étaient contrôlés et ils écoutaient même des programmes de radio. Et moi, je me souviens que ma mère, ma chère mère, me disait non, tu ne vas pas écouter ça parce que ça ne va rien t'apprendre. Et certains pourraient qualifier ça de censure. Moi, je pense que ce n'est pas véritablement de la censure. C'est ce que nous devons également à nos enfants, tout simplement. De quelque pays que nous soyons, je pense que nous devons cela à nos enfants. Nous devons cette forme d'encadrement. Nous devons essayer de suivre de près, tout simplement, ce qu'ils regardent. Dans notre monde d'aujourd'hui, je pense qu'il n'est... Je ne pense pas que telle ou telle action, tel ou tel geste
va empêcher un enfant d'avoir accès à la violence, à des scènes de violence, parce que tout simplement nous avons télévision. Mais la violence, bon, elle n'est pas forcément... La violence, c'est pas forcément ce qui se passe là au Connecticut ou ce que vous avez vécu il y a 20 ans, mais la violence, c'est pas seulement ça. La violence et l'injustice, notamment dans le monde entier, dans les pays en développement, la pauvreté. Pour moi, c'est ça aussi la violence. Alors, souligner ça d'un côté et attirer notre attention sur d'autres formes de violence, bon, c'est autre chose. Donc, encore une fois, moi, franchement, je pense que je pense qu'encore une fois, ce ne sont pas véritablement les formes de violence auxquelles on assiste qui sont préjudiciables, mais c'est l'ampleur de cette violence à laquelle on assiste. Il n'y a pas d'autres demandes de parole, il n'y a pas d'autres questions. Je pense qu'on a déjà un ensemble de questions assez riche, il y a vraiment un bon matière à réflexion. Donc je pense qu'on pourrait peut-être donner la parole par ordre, on pourrait inverser l'ordre précédent et je pense que tout le monde a des questions à répondre. Des questions ont été posées en général, d'autres ont été posées en particulier à certains intervenants. Donc, ce que je propose, c'est on peut procéder à l'envers. Je commencerai par M. Grobel, ensuite Mme Ramouche et finalement Mme Zipfel. Et dans vos interventions, je vous demanderai de tenir compte de toutes les questions qui ont été posées et particulièrement celles qui vous ont été directement adressées. C'est très dangereux de me laisser commencer. Bon, brièvement, c'est pas l'ordre dans lequel les questions ont été posées, mais l'injustice dans le monde, effectivement, c'est fondamental, bien sûr. Cependant, pour aller au-delà un petit peu de la question des médias, il y a une théorie, c'est l'hypothèse de la frustration-agression. Là, vous serez d'accord avec moi, c'est que plus les personnes sont frustrées, plus grande est la probabilité de devenir agressif. C'est très très simple. Si on commence à titiller quelqu'un, eh bien, ça rend les gens agressifs, tout simplement. Maintenant, lorsque l'on parle de l'injustice dans le monde, et je pense que vous m'avez parlé également du terrorisme, il y a une idée simple, c'est que plus la situation est injuste pour les personnes, plus ils en viennent ouvertement au terrorisme. Est-ce que c'est vrai? J'ai beaucoup étudié le terrorisme par le passé, mais malheureusement, c'est pas aussi simple. Ce que l'on trouve en général, c'est que les leaders, les dirigeants terroristes ne sont pas véritablement des gens qui vivent dans des milieux défavorables. Mais ils savent comment utiliser la pauvreté et l'injustice pour lancer leurs attaques. C'est pour ça que je peux mentionner cette question du terrorisme. Les médias, pendant très longtemps, peut-être que ça change un petit peu, mais pendant longtemps, les grands médias, notamment au moment du 11 septembre, ne comprenaient pas ce qui se passait, parce que l'objectif principal des terroristes, c'était de créer évidemment de la dévastation, de blesser, de tuer des gens, mais le plus important pour eux, c'était d'attirer l'attention des médias, donc d'avoir un pouvoir de contrôler la situation, de contrôler notamment les médias. Donc, est-ce que l'injustice entraîne automatiquement l'agression et le terrorisme? Ce n'est pas aussi simple.
Maintenant, vous avez parlé de l'ampleur de la violence, de la quantité. Alors, je ne connais pas d'études qui montreraient une relation de cause à effet entre, par exemple, le nombre d'émissions avec du sport agressif ou du catch, etc., et la violence. Alors évidemment, certains sports peut-être entraînent certains degrés d'excitation qui entraînent à leur tour certaines réactions. Cependant, si on parle de la quantité de contenu violent et agressif, eh bien, on peut voir que il est moins probable qu'il y ait moins d'autres contenus. Et si je regarde par exemple une télévision, enfin une émission, des émissions violentes toute la journée, eh bien il y a moins de probabilité que je regarde d'autres contenus. Par exemple, que j'apprenne qu'il existe d'autres solutions au règlement des conflits. Bon. C'est tout simple, mais il faut quand même aborder ça sous cet angle. Les médias violents ne sont pas pédagogiques, mais au moins cela dit, ah, vous voyez, vous avez une solution très très simple pour régler vos problèmes. Et c'est lié d'ailleurs à la théorie de l'apprentissage social que vous avez mentionnée. Donc, c'est très gratifiant, c'est récompensé. On a une solution rapide et simple à vos problèmes. Donc, je ne suis pas d'accord pour dire, par exemple, que le simple fait de regarder du catch ou de la lutte, ça rend les gens violents. Non. Maintenant, vous avez parlé d'agressions psychologiques, comme dans les reality shows, le harcèlement, les insultes, etc. Est-ce que ça a un effet? Bon, moi, j'aurais tendance à dire que ça a peut-être un impact sur la façon dont nous interagissons les uns avec les autres. Cela ne nous incite pas forcément à la violence, mais cela nous permet peut-être de penser que insulter les gens, après tout, c'est pas si grave que ça. Ensuite, est-ce que cette étude de l'UNESCO a été renouvelée? Vous savez, ça a été très très compliqué à faire et même moi j'aurais adoré la renouveler, mais ça coûte très très cher, c'est très compliqué à organiser. Mais c'est une étude qui, j'en suis sûre, arriverait à peu près au même résultat aujourd'hui, peut-être à quelques nuances près, mais l'impact de contrôle social, de valeur sociale, de la combinaison de violence dans les médias et de la violence dans la réalité et de ses effets, je pense que en gros, dans ces grandes lignes, les effets seraient les mêmes. Et si vous me le permettez, j'aimerais juste ajouter une chose, c'est que en essayant d'étudier les motivations, nous avons vu que les enfants qui vivent dans un environnement paisible ne se servent pas du contenu violent pour en tirer des enseignements pour leur propre comportement. Ils s'en servent pour être excités en quelque sorte dans un environnement un petit peu ennuyeux, disons. Ça les excite. Mais dans un environnement violent, eh bien à ce moment-là, ils en tirent directement des conséquences, des enseignements pratiques. Là, il faut établir une distinction. Et enfin, et ça je suis tout à fait d'accord avec cela, effectivement, c'est vrai que l'effet de la violence des médias ne vient pas uniquement du contenu, mais c'est inextricablement lié aux besoins d'excitation. Il y a des professeurs en Alabama, notamment, qui ont beaucoup travaillé sur l'excitation et qui a montré que
l'excitation venant de la violence dans un environnement violent implique de la violence. Donc là, le rôle de l'excitation est très très important. Oui, effectivement. Oui, et dernière chose. J'avais dit que j'en avais un petit peu assez de travailler sur ces questions de l'agression. Peut-être moi aussi, je commence à m'habituer à la violence. Je suis victime du syndrome d'habituation et je vois quel effet ça peut avoir sur la société si je le ressens déjà sur moi. Voilà, je vais m'arrêter là. Bon, je ne pense pas que vous ayez été ennuyé, en tout cas vous-même, mais maintenant j'ai le plaisir de donner la parole à ma compatriote. Le professeur Salomé Remsch. Et donc, je lui demande de répondre aux plusieurs questions qui ont été adressées. OK, thanks. Merci. En ce qui concerne les types de violence dans les médias, dans notre étude, nous n'avons pas observé uniquement la violence physique. Et nous avons vu que la violence psychologique avait des conséquences parfois plus négatives que la violence physique. La violence physique et verbale était corrélée, insultes, taper quelqu'un en l'insultant, utilisation d'objets, etc. Donc, nous avons essayé d'établir des corrélations. Nous avons essayé de voir ce que les enfants et les jeunes regardaient à la télévision et sur Internet, mais nous avons essayé de voir quels étaient le type de comportement qu'ils adoptaient à l'école. Et là, nous avons observé non seulement la violence directe, telle que le harcèlement, mais nous avons essayé d'observer un type de violence auquel ont recours un certain nombre de jeunes sur Internet, au téléphone. Et ce, de plus en plus, tous les jours, on entend parler d'exemples de cyberviolence, de cyberharcèlement. Et ça semble être plus proéminent encore que la violence directe et physique. Maintenant, ce qui concerne la prévention possible, ce que l'on voit à la télévision, sur Internet, on le sait, on sait que ça peut être assimilé. Et ainsi, la violence peut être considérée comme un moyen de régler les problèmes. Et donc le reprendre à son compte. Et là, les parents, les enseignants ont un rôle fondamental à jouer, mais uniquement s'ils ont conscience de cela. S'ils savent comment appréhender ces nouveaux médias et comment transmettre ces valeurs à leurs enfants, notamment par leurs attitudes, qu'ils leur apprennent non seulement à se servir des médias, bon, c'est ce que les parents font quand même régulièrement, mais il faut essayer de comprendre ce que l'on voit à l'écran et essayer d'interpréter correctement ce que l'on voit à l'écran. Donc, encore une fois, il s'agissait d'une étude pilote, d'une étude exploratoire. Donc, pour l'instant, nous ne pouvons pas véritablement en dire plus. Donc, je passe la parole maintenant à Madame Astrid Zipfel pour répondre aux questions posées par nos Merci. The first question was about sports. Tout d'abord au sujet du sport, du lien entre le sport et la violence. Eh bien, un certain temps, nous avions commencé les recherches expérimentales et souvent on essayait de regarder ce qui se passait pour les spectateurs de boxe. Et puis on a laissé tomber parce que ça ne nous apportait rien, tout simplement parce que dans le sport il y a des règles. Dans la boxe, il y a des règles, et dans d'autres types de sports, on sait qu'il y a des limites, on sait qu'il y a des conditions, et il y a des règles à suivre. Et c'est pour cela que je pense que c'est très très différent.
Et ce n'est pas ça qui comporte le plus de risques. Il y a des études qui montrent que le catch ou la lutte pourrait éventuellement avoir des effets délétères, mais les résultats montrent que les effets sont faibles à modérés, qu'ils ne sont pas véritablement importants. Maintenant, il y a une autre chose, c'est quand des sportifs connus ont des attitudes violentes, ça c'est autre chose. Quand un footballeur connu est violent et qu'il n'est pas sanctionné, eh bien là c'est un risque, mais pas le sport en général. La deuxième question portait sur d'autres types de violences, la violence verbale, la violence indirecte. Et là, la recherche ne fait que commencer sur ces sujets-là. Il y a déjà un certain nombre d'études qui montrent qu'il y a des effets effectivement sur la violence verbale, la violence psychologique peut être très très délétère et c'est très très important d'étudier ces effets. Parce que la recherche montre qu'une violence exercée par les femmes diffère de celle exercée par les hommes. Et il y a différents types de violences que l'on ne retrouve pas dans les études parce que trop souvent on se concentre sur la violence physique, or les femmes ont parfois recours à d'autres types de violences. Ce n'est pas la forme de violence préférée des femmes. C'est pour cela qu'il n'y a pas encore assez d'études, mais il semble qu'il y ait des effets déjà. Maintenant, en ce qui concerne l'argument selon lequel les délinquants ou les criminels se défaussent sur les médias. Et Michael Kunchik, mon collègue, et moi-même, nous avons travaillé sur ces sujets et lui, il a mené une étude il y a une quinzaine d'années. C'était une enquête auprès des juges. Et on leur demandait est-ce que vous avez rencontré souvent ce type d'arguments. Et ce type d'arguments, effectivement, on les rencontre de personnes qui se disent c'est pas moi, c'est les médias. Et si je me souviens bien, je n'ai pas les chiffres en tête, mais bon, maintenant ces arguments, même si c'est des stratégies qui sont adoptées par certains délinquants ou certains criminels qui cherchent des excuses, ce ne sont pas du tout des stratégies qui sont porteuses pour leur défense en tout cas. En ce qui concerne les déficits d'apprentissage, là je ne suis pas expert sur ce type de troubles. Mais il n'y a pas véritablement de corrélation entre l'intelligence, les capacités d'apprentissage et les effets de la violence. Il n'y en a pas. Si on trouve de telles corrélations, c'est qu'il y a également un contexte social qui est délétère. Et il y a parfois également le trouble de l'attention qui peut jouer, mais tout ça est toujours lié au contrôle du comportement. Donc des gens qui ont du mal à contrôler leur comportement et ceux-là sont peut-être plus enclins à agir violemment, mais c'est un effet que je qualifierais d'indirect. En ce qui concerne la prévention, je pense que nous allons peut-être en entendre parler dans la deuxième séance. Il y a des études empiriques qui montrent que la médiation des parents peut prévenir des effets négatifs et surtout quand les enfants sont sensibilisés à la perspective au point de vue de la victime. Et si les parents commentent négativement ce que l'on montre à la télévision, ce n'est pas seulement le fait de regarder ensemble un certain nombre de programmes, mais il faut que les parents commentent, réagissent de façon négative à certains actes de violence et qu'ils donnent les raisons de cette réaction. À l'école également, si les élèves sont très impliqués dans des études ou dans des cours qui montrent la violence de façon négative, eh bien je pense que ça peut être joué. En ce qui concerne l'excitation que peut représenter des contenus violents, comme l'a dit le professeur Grobel, différents contenus peuvent exciter les téléspectateurs.
Par exemple, les enfants peuvent être excités par des documents qui ne sont pas forcément violents, par exemple par quelque chose de très rapide ou très fort. Et les enfants, souvent, quand ils imitent quelque chose, quand ils imitent ce qu'ils ont vu à la télévision, ils ne l'imitent pas forcément parce que c'est de l'agression. Ils ne pensent pas que c'est de l'agression, simplement parce qu'ils ont vu que ça les a excités. Donc il faut juste leur montrer que ce type de comportement, qu'un type de comportement n'est pas socialement acceptable. Donc il est très très important d'intervenir au bon moment. Donc si on leur explique que ce n'est pas bien, je pense que ça peut fonctionner. Et enfin, en ce qui concerne l'ampleur de cette violence, en tant que chercheur, je dois dire que la quantité non plus n'a pas en elle-même un effet délétère. Oui, effectivement. Si vous passez beaucoup de temps à regarder du contenu violent, évidemment, ça ne peut pas être forcément bien, mais c'est plus le contexte, c'est vraiment plus que la quantité et la densité, c'est le contexte dans lequel se passe ces visionnages ou cette exposition à la violence. Ça, c'est beaucoup plus important. Même si c'est une idée qui est peut-être moins populaire, mais c'est ce que montre la recherche, en tout cas. Je vais maintenant donner la parole à Sir Gale. Et ensuite, le professeur Gruber voudrait rajouter quelque chose. Merci, merci pour toutes ces interventions qui m'ont tout à fait passionné. Alors, je vais peut-être vous offrir une transition entre cette session et la prochaine. J'ai passé les 21 premières années de ma vie à préparer des programmes de télévision, à produire des programmes de télévision pour les adultes et les enfants. Alors, dans ce contexte, j'ai fait pas mal d'études sur l'impact de ce que nous diffusions sur les téléspectateurs. Et là, bien sûr, il s'agit d'un passé assez lointain. Alors, pour ceux qui disent, bon, tout cela n'a pas vraiment d'effet, mais alors, si ça n'a pas d'effet, pourquoi est-ce qu'il y a des entreprises qui payent pour faire passer leur publicité? Bien sûr que la publicité a un effet sur les téléspectateurs et bien sûr, les autres programmes de télévision ont un effet sur les téléspectateurs. La violence remonte également au début des médias audiovisuels. Et Tom et Jerry, les dessins animés Popeye et Tom et Jerry étaient assez violents pour ceux d'entre vous qui sont assez âgés pour s'en souvenir. Plus récemment, James Bond, c'est assez violent également. Et je ne pense pas qu'on le puisse assurer que ces dessins animés aient un effet préjudicial. Je crois que M. Ramos et Mme Zipfel ont mentionné le phénomène d'habitude, d'accoutumance. Et M. Ramos a parlé de l'effet psychologique. Et c'est là où résident nos préoccupations. Au temps de la guerre en Irlande du Nord, à la télévision, on commençait toujours par hier soir, encore un soldat de plus a été tué. C'était quasiment tous les jours qu'on entendait cela. Eh bien, en dépit de notre sensibilité en tant que téléspectateurs, nous sommes devenus habitués à ce genre de nouvelles lors des troubles de l'Irlande du Nord. Et plus récemment, des cadavres sont revenus de militaires et de l'Afghanistan. Et là encore, nous nous y sommes habitués. Il y a également l'impact psychologique, qui est beaucoup plus subliminal et donc, à mon sens, beaucoup plus dangereux
qu'un pugilat que l'on voit entre James Bond et son ennemi à l'écran. C'est un impact d'ailleurs qui s'exerce non seulement sur l'enfant, mais sur les adultes. Voilà pour ce colloque sur la violence dans les médias et ses conséquences sur les enfants et la société. Si vous souhaitez le revoir, notre site internet publicsena.fr. Bonne journée à tous.